Il était une fois une jeune fille très pauvre qui ne possédait rien de rien et ne mangeait pas tous les jours à sa faim. Elle était si pauvre, si mal habillée, que les jeunes gens ne la regardaient jamais. En été, elle allait garder les bêtes dans la montagne. Un jour, qu'elle était partie loin sur les monts, elle mit le pied sur l'herbe d'oubli. Aussitôt, elle oublia tout. Elle oublia qui elle était, d'où elle venait et ce qu'elle avait à faire. L'ours noir, qui vit sur les monts et de loin observe les hommes sans jamais se montrer à eux, profita de ce moment-là. Il s'approcha d'elle et sans lui faire le moindre mal, il l'emporta dans sa caverne. Il mit une grosse pierre pour l'empêcher de s'échapper et retourna dans la forêt. Quand il revint, il apportait du miel et des fruits, des amandes, et tout ce qu'il avait trouvé de délicieux à lui offrir. Et il recommença ainsi tous les jours. Et elle se trouvait beaucoup mieux dans cette grotte que chez elle. Mais la liberté lui manquait et le besoin de parler avec d'autres hommes. L'ours noir l'avait emportée dans les derniers jours de l'été. Au début de l'été suivant, la nuit même de la Saint-Jean, elle mit au monde un enfant. Il était couvert de poils noirs et il se mit à lui parler. « Il ne faut pas vous effrayer. Je ne suis laid qu'en apparence et vos souffrances sont finies. Car je viens pour vous délivrer. » Et en souvenir de ce jour, et en souvenir de la bête dont cet enfant était le fils, elle l'appela Jean de l'Ours. En un mois, il avait grandi autant que grandit un enfant en 2 ans. En 2 mois, il avait la taille d'un enfant de 5 à 6 ans. Au bout d'1 an, il paraissait en avoir 10. Il voulut déplacer la pierre. Elle était encore trop lourde pour lui. Il attendit encore 1 an. Il paraissait avoir déjà 15 ans. Mais la pierre ne bougea pas. Il patienta encore 2 ans. Il avait maintenant la taille d'un homme dans toute sa vigueur. Il prit la pierre dans ses bras, la souleva et la jeta comme on ferait d'un oreiller. Alors la mère et Jean de l'Ours s'échappèrent de la caverne. Et ce fut d'abord le soleil qui les accueillit sur la terre. Et le bleu et le blanc du ciel. Puis ce fut la verdure des prés et des bois et toutes les fleurs. Et ce fut le bruit des cascades, le bruit du vent et des oiseaux. Et ils couraient comme des fous le long des pentes des montagnes. Le parfum des fleurs et des monts, des sources, des vents, du soleil les rendait ivres de bonheur. Quand ils arrivèrent en bas, c'était déjà le crépuscule. Ils entendirent les cris de l'ours qui les suppliait de rentrer. Ils ne lui répondirent pas. Tous les habitants du village s'étaient cachés dans leur maison et refusaient de leur ouvrir. Il fallut que Jean et sa mère se trouvent un abri contre l'ours. En moins d'1 heure, Jean rebâtit l'ancienne maison de sa mère. Murs, portes, fenêtres et toits furent remis en leur état. Toute la nuit, l'ours cogna contre la petite maison. Mais Jean l'avait si bien refaite que l'ours ne put la forcer. Enfin, le soleil se leva et l'ours quitta le village. On entendit encore longtemps ses hurlements. Quand il fut midi, ils cessèrent
On ne le revit plus jamais. Quand les villageois reconnurent la bergère, ils se réjouirent. Pour l'enfant, ils se méfièrent, car c'était un enfant sans père qui ne ressemblait à nul autre. Il tétait encore sa mère, et pourtant, il était plus fort que tous les hommes du village. Tout était trop petit pour lui et trop fragile, et il était si maladroit qu'il cassait tout ce qu'il touchait. On riait de lui, mais on en avait peur aussi. Il avait un jour corrigé une bande de garnements qui s'était moquée de sa mère. D'un coup, il avait assommé la moitié de ses adversaires. Au second coup, il n'en restait plus un debout. Les plus prudents se réfugièrent au plus vite chez leurs parents, les moins rapides dans les arbres. C'est ainsi que jour après jour, malgré sa bonne volonté, Jean de l'Ours fut de plus en plus détesté par les habitants du village. Il finit par dire à sa mère: « Il n'y a pas de place pour moi ici. Je vais chercher fortune ailleurs et je vais apprendre un métier. Permettez-moi de m'en aller. » Il alla lui couper du bois, faucha son foin et récolta tout ce dont elle avait besoin pour vivre à l'aise pendant 10 ans au moins. Il l'embrassa et il s'en alla pour ne plus jamais revenir. Il marcha sans savoir où le conduiraient ses pas et sans bien savoir quel métier la fortune allait lui donner. Il entendit un jour au loin le bruit du marteau sur l'enclume. Il se dit: « Cette musique me plaît bien. Je vais devenir musicien. » Il demanda au forgeron de lui apprendre la musique qu'il faisait avec son marteau. Le forgeron y consentit et lui dit: « Tu n'as pas l'air bien dégourdi, il te faudra 3 ans au moins pour savoir forger comme il faut. Si tu fais ce que je te dis, tu auras de quoi te nourrir et au bout de ces 3 années, je te paierai tes outils. » Le marché plut à Jean de l'Ours, il accepta. Il apprenait et travaillait si vite que le forgeron fut rapidement dépassé. Il frappait, sciait, limait, coupait, tordait, trempait comme personne ne l'a fait et ne le fera plus jamais. Le métier l'amusait si fort que quand il frappait sur l'enclume, elle s'enfonçait dans la terre et toute la maison tremblait. En un seul jour, il abattait le travail que 10 ouvriers n'auraient pu réaliser. Quand à la fin de la semaine il s'arrêta, le maître forgeron lui dit: « J'aimerais mieux que tu t'en ailles, je vais te donner ton salaire. » Et il lui donna 1000 écus. Mais Jean ne voulait pas d'argent, il voulait une canne en fer. Son maître alors lui façonna une petite canne en fer d'une taille très ordinaire. Jean de l'Ours s'y appuya, elle se brisa comme paille. Le forgeron recommença, mais cette fois il la fit haute, grosse et lourde comme un piquet. Quand Jean posa la main dessus, elle plia comme plomb. Le forgeron fut obligé de se remettre à travailler. Cette fois, il prit tout le fer qu'il trouva dans son atelier et alentour. Il en avait pour 7 quintaux, 15 ouvriers durent l'aider. Cela leur prit 3 mois entiers. Quand la canne fut achevée, les ouvriers ne pouvaient plus la soulever. Jean prit la canne et sans effort la fit tournoyer dans sa main. Puis il la lança dans le ciel si haut qu'on la perdit de vue. Quand elle retomba à terre, elle se planta dans le sol comme une épée toute vibrante.
Il remercia le forgeron et s'en alla avec sa canne. Marcha plein de joie, sans savoir où le conduiraient ses pas. Il vit s'envoler dans le ciel une grosse meule de moulin. Elle était si grosse et si ronde qu'elle ressemblait à la lune. Elle alla s'écraser plus loin sur un magnifique château qu'elle réduisit en morceaux. Jean continua de marcher. Il vit une seconde meule lui passer par-dessus la tête. Elle alla, comme la première, s'écraser dans les environs sur une petite église qu'elle réduisit en poussière. Quand il en vit une troisième écraser un nouveau château, il commença de s'étonner que les meules puissent voler. En s'approchant, il aperçut un géant assis à côté d'une immense pile de meules et qui les lançait en riant. Jean se présenta au géant et lui demanda poliment qui il était et ce qu'il pouvait bien faire là. Il s'appelait Vire-Palais et, comme son nom l'indiquait, lançait des meules de moulin pour tuer le temps et l'ennui. Jean de l'Ours lui proposa de faire le chemin avec lui. Vire-Palais accepta et ils s'en allèrent tous les deux. Jean de l'Ours et Vire-Palais. Ils marchèrent gaiement, sans savoir où les conduiraient leurs pas. Ils entrèrent dans une forêt où régnait un bruit effroyable. C'étaient des arbres qui tombaient. En s'approchant, ils aperçurent un géant qui cueillait des chênes. Jean interpella le géant, lui demanda qui il était et ce qu'il pouvait bien faire là. Celui-là s'appelait Torchène, et comme son nom l'indiquait, cueillait les chênes des forêts. Jean de l'Ours lui proposa de faire le chemin avec lui. Torchène ne refusa pas, et ils s'en allèrent tous les trois. Jean, Vire-Palais et Torchène. Ils marchèrent gaiement, sans savoir où les conduiraient leurs pas. Ils arrivèrent dans une plaine bordée de très hautes montagnes. Ils voulurent les traverser. Les montagnes se disposèrent en travers de leur chemin. La chose les intrigua fort. Ils sautèrent de l'autre côté et découvrirent un géant qui poussait, tirait, repoussait les montagnes et les collines. Il interpella le géant, lui demanda qui il était et ce qu'il pouvait bien faire là. Celui-là s'appelait Pousse-Montagne et, comme son nom l'indiquait, changeait les montagnes de place.
Jean de l'Ours lui proposa de faire le chemin avec lui et Pousse-Montagne accepta. Ils s'en allèrent tous les quatre, Jean de l'Ours et Vire-Palais, Thorchen et Pousse-Montagne. Ils marchèrent gaiement, sans savoir où les conduiraient leurs pas. Et ils connurent des aventures qu'on ose à peine raconter, tant elles furent extraordinaires. Racontons seulement ceci. Ils arrivèrent dans un royaume où les fenêtres des maisons étaient toutes tendues de noir. Le pays était tout en deuil. Un monstre venait d'enlever la dernière fille du roi. C'était une bête effroyable qu'aucun homme n'avait pu vaincre. Chaque année, elle emportait une princesse. La bête s'était installée dans le plus grand château du roi qu'on lui avait abandonné, et depuis, aucun de ceux qui y étaient entrés n'en était jamais revenu. Les quatre géants décidèrent de se rendre dans ce château. C'était un château ravissant, tout blanc et tout illuminé. Le palais était magnifique, chauffé, éclairé, décoré, les tables couvertes de plats, mais les couloirs et les salons étaient déserts. Les quatre géants s'installèrent devant les plats appétissants et, sans s'inquiéter davantage, mangèrent ce qui se présentait. Quand ils furent bien rassasiés, ils voulurent alors se coucher et trouvèrent aussitôt des chambres avec de bons lits préparés. Ils se couchèrent tranquillement et s'endormirent. Le lendemain, à leur réveil, les tables étaient desservies et resservies de nouveaux mets, et cela se fit chaque jour sans qu'ils ne voient jamais personne. Vire-Palais, Thorchen et Pousse-Montagne se seraient contentés d'attendre sans chercher à en savoir plus. Jean n'était pas de cet avis. Il voulait trouver la princesse. Il décida ses compagnons et ils se mirent à fouiller pièce par pièce le château. Mais ils laissèrent Vire-Palais à la cuisine. Alors qu'il allait s'endormir, il vit tout à coup arriver, par le haut de la cheminée, une jambe, puis une autre jambe, un bras, puis un autre bras, un tronc, une tête et le reste qui se recollèrent ensemble pour prendre la forme d'un nain très 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 laid. Le monstre s'approcha de lui et le pria de lui donner un tout petit morceau de pain. Vire-Palais le lui donna. Le nain le fit tomber par terre et lui demanda en riant de le lui rendre. Vire-Palais lui obéit. Il se baissa pour ramasser le bout de pain. Le nain alors se déchaîna. Il sauta sur Vire-Palais, planta ses grands ongles crochus dans ses épaules et le frappa avec une fine baguette de coudrier qui arrachait à chaque coup de grandes lanières de chair. La douleur était si intense que le pauvre Vire-Palais s'évanouit. Quand les trois autres le trouvèrent dans cet état, il n'osa pas leur avouer ce qui lui était arrivé. Il raconta qu'il avait fait une chute dans l'escalier. Le lendemain, ce fut Thorchen qui fut de garde à la cuisine. Et il vit le nain arriver en morceaux par la cheminée, se recoller, lui demander un peu de pain, le faire tomber et lui commander en riant de le lui rendre. Et Thorchen obéit au nain.
qui le frappa si violemment que lui aussi s'évanouit. Quand les autres le découvrirent, il n'osa pas leur avouer ce qui lui était arrivé. Et ainsi que son compagnon, il raconta qu'il était tombé quelque part. Le lendemain, Pousse-Montagne fut à son tour à la cuisine. Et comme les fois précédentes, il fut accueilli par le nain, frappé et laissé presque mort. Et lui non plus n'avoua pas ce qui lui était arrivé. Jean de l'Ours prit le relais des trois autres. Il vit tomber jambes et têtes, bras, troncs et tout le reste. Les vit s'assembler un à un pour prendre la forme du nain. Le nain lui demanda le pain. Jean de l'Ours le lui donna et l'autre le laissa tomber pour que Jean doive le lui rendre. Mais Jean ne le ramassa pas et l'autre ne le fit pas non plus. Ils se regardèrent un instant. Jean de l'Ours saisit sa canne, le nain attrapa sa baguette, ils se jetèrent l'un sur l'autre. Le combat dura la journée tant ils étaient de force égale, et Jean finit par l'emporter. Alors, prenant la barbiche du nain qui lui descendait jusqu'aux pieds, il la coinça entre les portes d'un placard qu'il ferma à clé pour l'empêcher de s'échapper. Vers le soir, les autres rentrèrent. Ils furent bien obligés d'admettre que c'était cet horrible nain qui les avait l'un après l'autre presque tués. Pendant qu'ils discutaient entre eux, le nain s'était coupé la barbe et s'enfuyait. Ils n'eurent que le temps de le voir sauter derrière la cheminée et disparaître dans un puits qui y était dissimulé. Le puits était vaste et profond. Les chauves-souris y nichaient. L'eau suintait entre les pierres. Un vent chaud et nauséabond s'en échappait. Jean voulut aussitôt descendre avec les autres dans le puits. Avec des cordes et un panier, ils commencèrent de descendre Vire-Palais. Mais celui-ci, à peine entré, se mit à hurler de terreur et il fallut le remonter. Dorchen descendit à son tour. Il n'alla pas beaucoup plus bas. Le trou lui sembla si profond qu'il en ressortit tout tremblant. Pousse-Montagne, qui n'était pas plus courageux, remonta bien vite lui aussi. Ce fut donc Jean qui y alla. Odeur, obscurité, chaleur lui étaient presque insupportables. Mais le plus effrayant de tout, c'était la profondeur du trou. Un jour entier, il descendit sans atteindre le fond du puits. Il fallut trouver d'autres cordes. 7 jours encore, il descendit. Le 8e, enfin, il toucha le fond. C'était une caverne immense, et presque pareille en tout point au pays qu'il avait quitté. Il s'y dressait un château blanc identique à celui d'en haut, sur une colline semblable, devant une même rivière. Mais cette rivière était faite de plomb fondu et bouillonnant. Un ciel d'eau et de glace bleue recouvrait toute la caverne. Et pas un bruit ne s'élevait de cet étrange paysage. Jean avança vers le château, mais la rivière l'en empêcha. Il jeta sa canne en travers et passa de l'autre côté. Le nain, qui s'était jusque-là caché, voulut traverser la rivière pour se réfugier au château. Jean de l'Ours le rattrapa et s'apprêta à le jeter dans le plomb fondu et brûlant. Le nain pleurait à chaudes larmes, Jean de l'Ours le laissa fuir sur l'autre rive. Un loup géant gardait la porte du château. Jean l'écrasa avec sa canne.
Du crâne brisé de la bête jaillit une clé de fer. Jean pénétra dans le château. Dans la cour, un énorme lion gardait l'intérieur du château fantôme. Si l'une des griffes du fauve l'avait seulement effleuré, elle l'aurait tranché en deux. Mais il écrasa le lion avec sa canne comme le loup. Du crâne brisé du lion jaillit une seconde clé. Clé d'argent qui ouvrait les appartements. Il entra. Une horrible bête l'empêcha d'avancer plus loin. Elle reposait sur 6 pattes et avait cette tête affreuse. Ils se jetèrent l'un sur l'autre. D'un coup de sa canne de fer, Jean arracha 3 têtes au monstre. Un sang brûlant, jaune et brillant comme de l'or s'en échappa. Il se figea sur le pavé. La bête redoubla de rage. Jean arracha 3 autres têtes. Il ne restait que la plus grande. Elle ouvrit son horrible gueule, profonde et sombre comme la mer. De sa canne, il la fracassa. Du crâne brisé de la bête, il vit jaillir une clé d'or. Elle ouvrait la première chambre. Il entra. Devant lui attendait un chat, immobile comme une pierre. Sur son front miroitait une émeraude gigantesque. Dans le lit, une jeune fille dormait. Par la fenêtre, on voyait des arbres en fleurs, des oiseaux et des animaux, des fontaines et des jets d'eau. Mais sur cette vision charmante pesait un terrible silence. Alors Jean devina soudain le secret de cette caverne. Il leva sa terrible canne et il écrasa l'émeraude qui brillait sur le front du chat. Elle éclata comme une boule. Et aussitôt, on entendit le chant des oiseaux et du vent, le murmure de l'eau des fontaines, et dans le fond de la caverne, le grondement de la rivière. La princesse se réveilla. Jean de l'Ours lui annonça qu'elle était libre. Elle lui demanda d'abord de libérer ses sœurs enfermées dans les 6 autres chambres. Les clés étaient dans les 6 têtes de la bête. Il les libéra une à une. Elles étaient toutes si belles qu'il n'aurait jamais su choisir laquelle épouser s'il n'avait pas déjà senti son cœur vibrer pour la plus jeune. Celle-ci lui recommanda d'emporter les têtes du monstre et de garder les langues à part dans son mouchoir. C'est ce qu'il fit. Ils retraversèrent la rivière et retrouvèrent le panier au fond du puits. Jean fit remonter les princesses puis les 7 têtes du dragon, mais quand fut arrivé son tour, ses 3 compagnons refusèrent de le hisser, car ils préféraient le laisser au fond du puits, maintenant qu'ils avaient vu les 7 princesses. Il eut beau attendre et attendre, il l'avait bien abandonné. Tout à coup, il vit devant lui une vieille qui lui souriait. Elle lui dit « Je sais tout ce qui vous arrive, car cela devait arriver. Vous avez épargné mon fils, et je vais vous aider à fuir. Prenez toute la viande fraîche que vous pourrez trouver ici. J'aurai besoin d'être nourri. » Quand elle eut dit ces paroles, elle se transforma en aigle. Jean alla chercher les cadavres du loup, du lion et du dragon. Il les mit sur le dos de l'aigle. Il s'y installa à son tour,
Aussitôt l'aigle s'éleva. L'espace à franchir était grand. L'aigle fut bientôt sans force. Elle commanda à Jean de l'Ours. « Carne, carne !» Le géant lui donna le loup. L'aigle aussitôt le dévora. Il n'avait pas encore franchi la moitié de ce qu'il fallait. Mais l'aigle faiblit à nouveau. Elle commanda à Jean de l'Ours. « Carne, carne !» Le géant lui donna le lion. L'aigle aussitôt le dévora. Elle recommença de monter. Mais plus il montait vers le ciel, et plus le ciel s'éloignait. L'aigle commanda à Jean. « Carne, carne !» Elle reçut tout ce qui restait. Elle recommença de monter. Le sommet était presque atteint. Et l'aigle faiblit à nouveau. À nouveau, l'aigle commanda « Carne, carne !» Mais Jean lui avait tout donné, et l'aigle lui redemandait « Carne, carne !» Elle commença de descendre, tant ses forces étaient épuisées. Jean saisit alors son couteau. Il se trancha tout le mollet, il lui donna. L'aigle, dans un dernier effort, plongea dans le ciel d'eau. Elle creva les vagues de la mer. Et elle vola au-dessus des flots, jusqu'à la ville. L'aigle vint déposer Jean sur les murailles du château, recracha le mollet coupé, puis s'envola et disparut. Jean remit son mollet en place et celui-ci se rajusta sans que rien n'y paraisse. La ville était en fête, le deuil était levé. Il entendit une musique. C'était le cortège nuptial des princesses et des 3 géants. Ils étaient suivis de soldats qui portaient les têtes qu'il avait tranchées. Il comprit que ses compagnons s'étaient attribué son exploit, qu'ils avaient contraint les princesses à se taire ou bien à mourir. Alors il s'engagea comme valet, et il fut engagé sans mal, car la fête battait son plein. Il arriva dans la grande salle à l'instant où les 3 géants montraient les têtes de la bête. Les princesses ne disaient rien, mais elles étaient toutes blêmes, comme prêtes à défaillir. Jean de l'Ours, que les 3 géants n'avaient pas encore reconnu, s'avança vers ses compagnons et leur demanda si ces têtes avaient des langues. Et les 3 menteurs répondirent que les dragons n'en avaient pas. Jean de l'Ours se mit à rire. Il avait gardé dans sa poche les langues qu'il avait coupées. Il les ajusta dans les gueules et proclama « Ce dragon avait 7 langues. C'est moi qui les lui ai coupées et c'est moi qui l'ai combattu. Les menteurs ont des langues aussi bien plus grandes que celles des dragons, mais moins difficiles à couper. » Et il attrapa ses compagnons par les cheveux et les souleva devant lui, puis les apporta au roi. Leur frayeur les rendait si drôles que Jean le roi et les princesses leur pardonnèrent leur forfait. On avait préparé la fête en prévision de 3 mariages. Il n'y en eut qu'un seul. Aussi fut-il magnifique. Il dura 1 mois tout entier. Ce fut Vire, Palais, Torchène et Pousse-Montagne qui servirent la compagnie. Ils firent la vaisselle après et nettoyèrent le parquet
Et cela ne fut jamais, jamais, jamais si bien fait.